Dans cette vidéo, on va chercher à comprendre le phénomène des addictions comportementales comme des addictions aux substances. On va faire un travail que l'addictologie moderne n'a pas cherché ou n'a pas réussi à faire. C'est ambitieux, mais la question est suffisamment lourde d'importance pour chacun de nous pour que nous fassions au moins l'effort de proposer une explication. C'est une prise de risque qui en vaut la peine. On a tous, de près ou de loin, un lien avec l'addiction, même s'il doit exister des personnes qui n'en souffrent pas, à mon avis très peu, elles peuvent voir leurs proches en souffrir. C'est donc aujourd'hui une vidéo très importante qui, je l'espère, apportera une aide à ceux qui en ont le plus besoin. Pour introduire cette vidéo, j'aimerais parler d'un commentaire qu'un internaute a laissé sur une vidéo. Dans ce commentaire, il m'est reproché de ne pas me baser sur les thèses universitaires pour trouver les réponses à mes questions. Même si je suis volontiers demandeur de critiques, je ne comprends pas ce reproche. Pour moi, c'est un non-sens parce que je considère que lorsqu'on veut connaître les thèses universitaires, alors on doit lire et écouter les universitaires. Oui, quel serait le sens pour moi de créer une chaîne YouTube si je me contentais de répéter ce que d'autres ont déjà dit ? L'idée est bien sûr de fournir une alternative aux explications déjà connues, sinon cela perd tout son sens. Fleur du désert est donc une alternative. Si vous aussi souhaitez proposer d'autres alternatives, indiquez-les dans les commentaires. J'aime connaître ce que les autres ont à proposer. J'estime que si notre société n'a pas solutionné le problème des drogues et des autres addictions, qui est un problème gravissime, alors c'est qu'elle n'a pas encore trouvé la solution. Je dis pas encore, alors qu'en fait j'ai peu d'espoir. Je crois que notre société ne trouvera jamais la solution. Parce que l'économie de nos sociétés repose sur les addictions. Il y a tout lieu de penser que ce phénomène se développera encore davantage dans les prochaines décennies. Malheureusement, ce combat ne peut donc être mené qu'à un niveau individuel. C'est contre nos tentations que nous devons nous battre et non contre ceux qui en font un commerce. La solution, j'espère vous l'apporter dans cette vidéo. L'addiction est un sujet d'une importance capitale et qui est sous-coté. Déjà, il y a 2000 ans, les moines nous mettaient en garde contre le sexe et la nourriture, et même l'alcool. Il n'existe pas d'addict chez les moines, jamais de tabac ou autres produits. Les moines peuvent boire du vin, mais leur consommation est contrôlée par le monastère. La médecine ne va pas s'intéresser à l'hygiène de vie des moines, alors qu'elle y trouverait des réponses. N'est-ce pas curieux ? Être addict, c'est être esclave. Dans les médias et à l'école, on nous rabâche que l'esclavage a été aboli comme pour cacher le fait que nous vivons une autre forme d'esclavage, qui est bien réelle, mais qu'on refuse de voir comme telle. On ne réalise la violence de l'addiction qu'à partir du moment où l'on cherche à en sortir. On est tous concernés par l'addiction, même si l'addiction n'est pas handicapante au point de pourrir l'existence de nos proches, de nous rendre léthargiques, incapables de travailler ou d'accomplir des choses simples de la vie. L'addiction n'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène de société, elle fait tourner l'économie dans des proportions qui sont gigantesques. C'est pour ça que la société ne s'en débarrassera jamais. L'addiction est consubstantielle à notre société et même à notre civilisation. Y mettre fin, c'est tuer beaucoup d'emplois et c'est appauvrir des milliardaires. Bref, nous allons chercher à la comprendre parce que cette compréhension va nous être profitable. Si vous pensez ne pas être addict, peut-être que vous l'êtes, mais dans une forme plus modérée. Souvent, c'est lorsqu'on cherche à arrêter le produit que l'on se rend compte qu'on est pris dans l'addiction. On découvre alors la souffrance que crée la dépendance et en même temps, on découvre aussi le goût de la liberté. Ensuite, deuxième élément que j'aimerais aborder dans cette introduction, c'est au sujet du rapport
qu'entretient l'addictologie aux addictions. L'addictologie soigne, mais elle ne comprend pas le phénomène. Je crois pouvoir dire sans trop me tromper que l'addictologie moderne ne considère même pas le phénomène des addictions comme un phénomène. Elle traite chaque addiction au cas par cas, de manière isolée. Oui, parce que c'est un phénomène, un ensemble, c'est-à-dire un système dans lequel on développe systématiquement de la polyaddiction. Du café au crack en passant par le sucre et les réseaux sociaux. Cette approche globale que je propose dans cette vidéo, les addictologues ne vont pas la voir. Le journaliste du podcast Métamorphose va tendre la perche au professeur Carilla. Elle va lui dire « Est-ce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, addicts ?» Comme si elle avait l'intuition que l'addiction est bien un phénomène de masse. Et le professeur Carilla va minimiser le phénomène. Il va nier le fait que nous sommes tous addicts. Cette question aussi, est-ce qu'on est tous, d'une manière ou d'une autre, addicts, ou il y a des profils qui ne le sont absolument pas dans votre clinique Non, on n'est pas tous addicts. On peut devenir addict, mais on n'est pas tous addicts. Heureusement d'ailleurs, vous imaginez. Pourtant, il y a bien 12 millions de fumeurs réguliers en France. Il y a bien un quart des adultes en France qui consomment de l'alcool en dépassant les doses recommandées. Un adulte sur 3 de moins de 30 ans consomme de l'alcool de manière hebdomadaire. Un Français consomme en moyenne 500 tasses de café par an. Un quart des hommes adultes consomment du porno au moins une fois par semaine. 4 millions de personnes sont reconnues comme diabétiques. C'est une des conséquences de l'addiction au sucre. Je pourrais encore continuer d'exposer les chiffres sur les addictions pendant des heures. Il y aurait de quoi faire une vidéo qui durerait des heures pour démontrer que oui, nous sommes tous pris dans une forme plus ou moins sévère d'addiction. C'est inutile parce que c'est une évidence. Il suffit d'observer autour de soi pour s'en rendre compte. Il ne faut pas, comme le fait le docteur Carilla, ne s'intéresser seulement aux cas les plus graves. Les addicts au sens clinique ne sont que la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire la partie visible. Les consommateurs les plus nombreux sont les addicts qui ont une consommation modérée mais régulière, du moins une consommation qui n'est pas jugée comme cliniquement alarmante. Un phénomène de société donc, dans lequel le type et la qualité des substances vont se multiplier. Mais il y a aussi des signaux sur d'autres choses chez les jeunes, parce qu'ils sont très forts, ils font des choses différentes des adultes, avec les gaz hilarants, avec les boissons, les sodas à base d'opiacés, vous voyez, avec les cannabinoïdes de synthèse, ils vont vite. Ça fait froid dans le dos un peu quand on vous entend. Mais on a aussi des addictions comportementales. L'addiction est un phénomène croissant. De nouvelles drogues et addictions apparaissent régulièrement. La drogue du zombie, par exemple. Aussi des comportements que l'on peut qualifier de bizarres. L'addictologie va créer des noms, des labels pour chacun de ces comportements. Comment vous appelez cette peur d'être sans écran ? Vous le dites La peur d'être sans écran, la nomophobie. Oui, c'est ça. Alors, il y a des symptômes digitaux qui sont apparus avec cet usage problématique, comme la nomophobie. Donc, la nomophobie, c'est le syndrome de la batterie vide, vous voyez, votre batterie où vous ne trouvez pas de Wi-Fi, l'anxiété qu'il peut avoir. Certains, ça peut être pathologique, ou oublier son portable, et qui est associé à ce qu'on appelle le FOMO. FOMO, c'est Fear of Missing Out. Fear of Missing Out, c'est-à-dire rater des échanges sur les réseaux, etc. Il y a la tasagoraphobie. La tasagoraphobie, c'est la peur panique. C'est une angoisse, une paranoïa de ne pas recevoir une réponse tout de suite à un message envoyé. Je ne sais pas si je serais capable de répéter ce mot. Atazagoraphobie. Atazagoraphobie, ok. Voilà. Il y a le phubbing. Le phubbing, c'est du télésnobage. On est tous ensemble, un moment convivial. Hop, il y a quelqu'un qui sort son téléphone et qui est complètement déconnecté des autres. Le phubbing. Il y a les sleepphoners, ceux qui dorment pas, en fait. Ils sont connectés la nuit avec leur téléphone, ils attendent les notifications, ils se réveillent. Quand ils se réveillent la nuit, ils vont voir leur portable, etc. Donc il y a toute cette terminologie qui a émergé dans l'usage problématique du smartphone et des écrans en général, comme l'usage problématique aussi des réseaux sociaux. Le nombre des catégories d'addiction en 2024 ne cesse de se multiplier, et ça donne le tournis. Il est très probable que dans le futur, les États légalisent de plus en plus de substances avec encadrement médical, comme c'est déjà le cas pour beaucoup de produits, comme les antidépresseurs, le Subutex ou autres produits tranquillisants.
avec encadrement ou sans encadrement médical, justement pour permettre ce développement des drogues et aussi peut-être permettre à l'État de récupérer les profits que font aujourd'hui les dealers, à l'instar du tabac et de l'alcool. Pour permettre le développement des drogues, il faut que le trafic puisse se développer également. Statistiques qui sont assez impressionnantes. Quand on parle de trafic de drogue, je pense que dans l'imaginaire collectif, on pense plutôt au cannabis, au shit, etc. Et la cocaïne paraît assez lointain, quelque chose de très élitiste, etc. Or, on apprend dans votre livre que la cocaïne représente 38% des parts de marché de stupéfiants. Ça revient à, en gros, 600 000 consommateurs, d'après ce que vous dites. Est-ce que vous pensez que les Français sont conscients de l'ampleur de ce marché ? Alors les Français, je sais pas, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que la cocaïne est devenue une drogue aussi facile à se procurer que le cannabis. Depuis une dizaine d'années, on constate que dans les points de deal, en fait, maintenant, on a l'offre qui s'est dédoublée. On a le choix entre la cocaïne et le cannabis. Donc je pense que les gens qui consomment sont conscients que c'est devenu hyper répandu. Malgré tous les moyens mis en œuvre par les autorités, le trafic ne recule pas. Bien au contraire. Il devient aussi facile de se procurer de la drogue que d'aller acheter une baguette de pain chez son boulanger. Parce que vous dites qu'il y a 3000 points de deal en France. On parle de points de deal de cocaïne. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est un point de deal concrètement ? En fait, un point de deal, c'est un lieu où on s'effectue les transactions entre des revendeurs au détail et les acheteurs. Donc ça peut être une cage d'escalier dans une cité. On peut considérer aussi comme étant un point de deal, en fait, le livreur, parce que c'est aussi une tendance, les livreurs, on appelle Uber-Sheet. Mais dans les statistiques qui sont données, les points de deal, c'est quand même des lieux statiques. Et c'est généralement dans les quartiers, les cités. D'accord. Mais maintenant, c'est quelque chose qui s'est totalement démocratisé. Et, Voilà, maintenant, on voit que dans les points de deal, il y a des files d'attente avec... là, vous pouvez croiser votre voisin, vous pouvez croiser... il n'y a pas longtemps, là, on m'a raconté la présence dans ces files d'attente d'une directrice d'une association de prévention. On peut croiser tout le monde dans les files d'attente. C'est des centaines de personnes sur un point de deal qui vont acheter leur dose. Et pourquoi est-ce que c'est pas... Enfin, elle est peut-être un peu naïve, ma question, mais pourquoi c'est pas facile de mettre la main dessus quand on fait partie des forces de l'ordre ? C'est-à-dire que c'est tellement démocratisé, les points de deal sont quasi assumés. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, les points de deal, on les connaît très bien. Ils sont identifiés. Cette banalisation de la drogue est aussi le fruit d'un travail culturel dans le cinéma, les séries télé et la musique. Mais ce n'est pas l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Il n'y a évidemment pas qu'une seule cause au comportement addictif, mais en revanche, il n'y a qu'une seule cause qui les structure tous. Par exemple, il y a moins d'alcooliques chez les gens musulmans, il y a donc bien une influence de la religion. Mais on va aussi se rendre compte que le crack est consommé par des gens qui sont dans une grande détresse sociale. Ce sont souvent des gens qui n'ont pas forcément de stabilité familiale. Autre exemple, la cocaïne est appréciée par les bourgeois. En fait, ces causes qui correspondent à l'environnement et à un contexte social n'ont aucune importance de mon point de vue, parce qu'elles ne sont que diverses expressions d'un même phénomène. Dans une autre vidéo, je vais proposer une méthode qui va permettre de sortir de presque toutes les addictions. Presque parce qu'il y a des addictions sévères et des produits qui nécessitent une hospitalisation. Je vais m'intéresser uniquement aux addictions les plus répandues, qui sont aussi donc les moins violentes. C'est d'ailleurs une première observation qu'on peut faire. Plus le produit est dangereux, moins il y a de gens qui en consomment, et heureusement d'ailleurs. L'hypothèse que je vais proposer basée sur ma modeste expérience et mes observations est celle de la diversification des sources de plaisir. Ce que j'entends par là, c'est que toutes les addictions vont jouer le rôle de substitut à une addiction centrale et qui provoque toutes les autres, exception faite des produits très violents. Et cette drogue, bien sûr, c'est le plaisir sexuel. Les plaisirs, qu'importe leur source, ne sont que des dérivés du plaisir sexuel. Ce qui semble être exogène a en réalité une origine qui, au départ, est endogène. Tout comportement addictif commence à l'adolescence, c'est-à-dire avec la puberté, avec les premiers orgasmes.
Il y a une identité de nature entre ivresse et orgasme, même si pour l'usager cela ne paraît pas évident. C'est le cas au niveau de la chimie du cerveau. Mais le fonctionnement de nos organes sexuels est dépendant de ce que nous mangeons. Comme je l'ai déjà répété des tas de fois dans les vidéos précédentes, chez l'homme, il n'y a pas de production de liquide séminal sans consommation de produits animaux. Aucun acteur porno n'est vegan. En s'accumulant dans la prostate, le liquide séminal produit, grâce à la consommation de produits animaux, va permettre un gonflement de la prostate et ce gonflement est à l'origine du désir sexuel. La prostate est l'organe central du plaisir sexuel masculin. Nous développerons cela dans une prochaine vidéo qui sera entièrement dédiée à la prostate. Avant donc de parler des addictions, nous allons d'abord établir une échelle dans laquelle on va classer les comportements alimentaires. En bas de l'échelle, on va placer le véganisme, qui est un régime dans lequel on ne consomme aucun produit d'origine animale, pas même les laitages ou les œufs. Juste au-dessus, on va mettre le végétarisme, qui inclut le lait et les œufs. Un peu plus haut, on va placer le régime que propose la règle de Saint-Benoît, qui intègre la volaille et qui interdit le bœuf. Et le bœuf, le porc et toute viande issue d'animaux à 4 pattes. Dans cette échelle, on va intégrer aussi le régime que je propose, qui est un régime similaire à celui de Saint-Benoît, avec en plus une consommation de bœuf que l'on va limiter à 100 grammes par jour. 100 grammes par jour maximum, soit 600 grammes à 700 grammes par semaine. Et enfin, tout en haut, on va mettre le carnivorisme, une alimentation, un régime qui est de plus en plus à la mode aujourd'hui. À partir de ces différents stades de l'échelle, dans lesquels on a tout en bas le 100% végétal et tout en haut le 100% animal, on va pouvoir établir des zones, 3 au total. La première de ces zones, c'est celle de la malnutrition. Lorsque le fonctionnement des organes sexuels est au point mort, c'est qu'on est mal nourri. C'est un indicateur de santé simple et évident que chacun peut expérimenter. Pas besoin d'études pour le démontrer. C'est à partir du stade du végétarisme que l'on sort de cette zone, c'est le régime des sages hindouistes. Ensuite, la seconde zone qu'on va pouvoir établir tout en haut, c'est celle des régimes qui vont intégrer plus de 100 grammes de viande rouge par jour. Et c'est celle que j'ai appelée la zone de risque. Dans cette zone, on prend des risques parce que l'excès de viande va doper les organes sexuels. La quantité de liquide séminal produite dépasse la capacité de l'organisme à l'absorber et à le drainer, à le recycler. Ce qui fait qu'on a des envies sexuelles. En fait, on a des envies d'expulser tout simplement le sperme. La prostate se remplit de liquide séminal, ce qui a pour effet de créer un signal au cerveau. Et à ce moment-là, les pensées sexuelles surgissent et c'est dans la mémoire que le cerveau va se servir pour nourrir l'imaginaire sexuel. Au passage, si vous parvenez à consommer beaucoup plus de bœuf sans avoir aucune pulsion, votre témoignage m'intéresse. La valeur de 100 grammes quotidiens de bœuf est une valeur qui est assez arbitraire. Elle peut varier selon les personnes, mais la quantité exacte n'a pas beaucoup d'importance. Ce qu'il est important de comprendre, surtout, c'est qu'il existe bien une quantité donnée dans laquelle on augmente le risque de la perte de contrôle de notre sexualité. La dernière zone qui se situe pile poil entre les deux autres, c'est la zone que j'ai appelée la zone de contrôle. Et c'est dans cette zone que l'on va chercher à être pour à la fois permettre à l'organisme de produire une quantité suffisante de ce précieux liquide qu'est le sperme, mais aussi d'éviter l'éjaculation. C'est une zone dans laquelle les capacités de production du liquide séminal de l'organisme ne dépassent pas ses capacités d'absorption. Il est toutefois possible de tomber dans une forme d'addiction sexuelle si l'on reste dans cette zone. Néanmoins, certainement pas au sens clinique du terme d'addiction. Pour les médecins, l'addiction est forcément quelque chose d'incommodant. Elle est tellement grave qu'elle nous handicape dans tous les aspects de notre vie.
Dans cette vidéo, et même dans les autres vidéos, je vais parler d'addiction à partir du moment où il y a consommation, même si celle-ci est occasionnelle, qu'importe le produit ou la source du plaisir. On va placer sur la gauche des repères correspondant à ces 3 zones qui vont nous aider à comprendre la relation qui peut exister entre les comportements d'addiction et le comportement alimentaire. On va également placer des zones qui vont nous aider à définir l'expression de la gravité de l'addiction. La zone la plus haute, la zone rouge, correspond à l'addiction au sens clinique, c'est-à-dire un usage du produit qui crée un handicap, jugé par les médecins comme une maladie. Dans cette zone, la souffrance est réelle. La zone blanche, au centre, c'est l'addiction au sens commun. On va considérer que tout usage régulier d'un produit est dans la zone blanche. C'est une addiction qui est vivable, qui est supportable. La souffrance est modérée. Typiquement, un buveur régulier de vin ou une personne qui consomme un paquet de cigarettes par jour depuis des années. Enfin, tout en bas, on a la zone de l'usage occasionnel qui n'est pas considéré comme dangereux par les médecins, mais que je choisis quand même de considérer comme une addiction parce que, on va le voir par la suite, l'état de santé optimal est un état dans lequel on se désintéresse de tous ces produits. C'est-à-dire que la guérison ne consiste pas seulement à vaincre la tentation par la volonté et finalement renoncer à contre-cœur au produit. Non, en fait, elle consiste surtout à ne plus lui accorder aucune valeur. Ne plus accorder de valeur à ces produits et s'en désintéresser totalement. Je peux dire, à partir de mon expérience, qu'il a été libérateur pour moi de ne plus être possédé par mon désir de tarte au citron meringuée lorsque je passais devant une boulangerie. Aujourd'hui, je n'en éprouve même plus l'envie. La tarte au citron ne me domine plus, elle n'est plus mon tyran. On va se rendre compte que la polyaddiction est naturelle à l'addiction. En fait, addiction et polyaddiction sont des synonymes. Un exemple, le tabac va nous permettre de réduire les risques d'addiction sévère au sucre et à la masturbation. Le tabac, à travers la nicotine, est un substitut chimique à la nourriture et au sexe et joue donc un rôle de bouclier qui nous empêche de tomber dans la masturbation compulsive et frénétique, par exemple. En fait, la polyaddiction est une diversification des sources de plaisir, mais aussi une diversification des risques. En multipliant les addictions, on ne met pas tous les œufs dans le même panier, et on rend chaque addiction un peu plus supportable et moins incommodante. Et on va rester dans la zone blanche. On va chercher à rester dans la zone blanche. Et donc forcément plus durable aussi. On peut fumer et boire pendant des décennies, et c'est du pain béni pour l'industrie. On observe que les gens exposés au risque d'addiction sexuelle sont souvent des personnes qui jouent aux jeux vidéo, et que ces personnes ne fument pas. En général, ils n'ont que 2 ou 3 sources de plaisir. La masturbation, les jeux vidéo et la nourriture, fast-food par exemple. Lorsqu'ils vont arrêter de jouer, c'est là que leur besoin en masturbation peut exploser. À présent, on va étudier différents cas, différents profils de polyaddicts pour voir et comprendre les différentes formes que prend ce phénomène. On va présenter chacun de ces cas comme un profil type de polyaddict que l'on retrouve dans la société. Premier exemple qui est peut-être assez rare en Occident, mais qui est le plus simple à expliquer. C'est le cas dans lequel on va se limiter à la nourriture et au sexe. Qu'importe la façon dont on trouve son plaisir sexuel d'ailleurs. Petite digression d'ailleurs, ce n'est pas le porno le problème central. J'entends beaucoup de gens sur Internet et YouTube dire que le porno est nocif alors qu'en fait, il ne fait qu'aggraver le problème. Bref, je ferai certainement une vidéo là-dessus. Je disais donc, le cas où on se limite au sexe et à la nourriture. C'est un peu mon cas, du moins dans la période où j'ai réussi à arrêter l'alcool. Ce pourrait être aussi votre cas parce que, comme on va le voir à la fin de cette vidéo, si vous êtes polyaddict, alors vous allez certainement devoir supprimer tous les produits et à un moment donné, il ne restera plus que ces deux-là. C'est le cas aussi de Rocco, Rocco qui est Rocco Siffredi, l'acteur porno, qui est tombé dans l'addiction sexuelle certainement parce qu'il ne consommait aucun autre produit. C'est pour ça qu'on va comprendre au fil de cette vidéo que la polyaddiction est
simplement une diversification, c'est-à-dire que plus je vais utiliser d'autres produits, moins je vais rentrer dans une addiction sévère. Je vais rester dans la zone blanche. Dans ce premier cas, l'addiction au sexe peut être très incommodante. On va créer une échelle de 0 à 100 qui va représenter l'expression de l'addiction. 100 étant le maximum, alors cela signifie que l'addiction est à son maximum. On va ensuite comparer l'expression de chaque addiction dans la polyaddiction. Oui, parce que toutes les addictions sont des polyaddictions. Si je supprime la nourriture, alors je supprime aussi ma libido. Il est aussi impossible de manger comme un goinfre et d'être libéré du sexe. J'entends aussi beaucoup de gens du côté des carnivores se moquer des véganes, alors que ce sont des gens qui ont tout de même l'avantage de ne pas tomber dans l'addiction sexuelle sévère du fait de leur régime très restrictif qui tue la libido. L'expression zéro de l'addiction sexuelle, c'est celle du jeûne alimentaire, par exemple. On ne peut littéralement pas avoir d'activité sexuelle en période de jeûne. Même si je sais que Shelton affirme le contraire. Il ne précise pas dans son livre s'il s'agit de femmes ou d'hommes, et si les hommes vont aller jusqu'au bout de leur rapport, c'est-à-dire jusqu'à l'éjaculation. Comme dans beaucoup de cas, il y a un tabou lorsqu'il s'agit d'expliquer notre sexualité et donc des lacunes. Shelton ne va pas rentrer dans le détail. Pour le second cas, on va partir du premier cas auquel on va ajouter le tabac. Et c'est un peu le cas, c'est un cas assez classique qu'on retrouve chez le bon père de famille musulman, par exemple. Alors je dis musulman parce qu'il ne va pas consommer d'alcool. Donc le bon père de famille qui doit pratiquer le sexe régulièrement, mais sans trop d'abus. Et comme sa religion lui interdit l'alcool, il va avoir tendance à se lâcher sur le sucre, les sodas, les gâteaux, et aussi la viande. Il est aussi souvent en surpoids, et grâce à son paquet de cigarettes quotidien, il ne va pas forcément être obèse. Le tabac va freiner l'envie de manger. C'est un cas dans lequel on a les inconvénients des risques du surpoids et du tabac. Par ailleurs, dans la culture musulmane, le sexe est assez tabou, pas autant que chez certains chrétiens, mais tout de même. C'est ce qui fait qu'ils ne vont pas forcément tomber dans l'addiction sexuelle. Le tabac aidant également. Aussi, ils vivent souvent en famille nombreuse, et les ados sont dans des chambres partagées, ce qui aide à réduire les risques de porno-masturbation compulsive. Il y a une honte chez les musulmans à se masturber, donc c'est une pratique qui ne va pas être favorisée non plus par leur culture. Le troisième cas est le même que le précédent avec en plus l'alcool. Et c'est un peu le cas typique du bon Gaulois de base. Même si ce sont des gens souvent issus de classes sociales pas forcément favorisées, qui fréquentent le PMU par exemple, et dans ce cas précis on peut ajouter l'addiction comportementale au jeu d'argent, ce sont surtout des gens qui ont cette culture dite de bon vivant, ce qui veut dire nos limites, même si la culture du bon vivant ne se présente pas ainsi. Nos limites dans la consommation de nourriture et d'alcool, faisons-nous plaisir. On a quelques personnalités qui représentent bien ce profil du Gaulois bon vivant, Jean-Marie Bigard, Baptiste Marchais, Gérard Depardieu. On va se rendre compte que l'alcool peut favoriser la consommation de tabac. Donc la règle qui veut que dans la polyaddiction, l'on réduise sa consommation en variant les produits n'est pas toujours vraie. Le tabac et l'alcool ne sont pas tabous. La culture française favorise leur consommation, ne sont pas non plus des péchés, alors que dans le catholicisme, le sexe et l'excès de nourriture, oui, ce sont des péchés. Mais les bons vivants n'en tiennent pas compte. Même s'ils peuvent se prétendre catholiques, en fait, ils ne vont pas plus loin que le catéchisme. Je suppose qu'ils s'imaginent qu'être catholique, c'est se baptiser et aller de temps en temps à la messe. Le Gaulois de base reste dans le cadre de la légalité. Il ne consomme pas de produits interdits, il est aidé par le lobby des vignobles, de l'alcool et du tabac. La quantité et la répartition des bars et des tabacs est contrôlée par l'État. Le Gaulois trouvera toujours un commerce où se ravitailler à proximité de là où il se trouve. Il ne tombe pas forcément dans la porno-masturbation parce que c'est un bon vivant. Il aime la baise réelle. Pensez à Bigard et ses blagues de cul. Pour le quatrième cas, on va étudier le junkie
qui a entre 20 et 40 ans, qui fréquentent les lieux de fête, rave party, Ibiza, etc. Ce sont des gens qui, en général, sont issus de la classe moyenne et dont la polyaddiction va être comme une forme de rébellion envers le système et leurs parents. Il y a quelque chose d'anarchiste. Il y a une volonté délibérée de se défoncer, de rechercher des effets spéciaux. C'est pourquoi ils vont multiplier les expérimentations. À l'adolescence, on commence avec le tabac, l'alcool et le cannabis, et ensuite, plus on mûrit, et plus la polyaddiction va mûrir aussi. Ils vont collectionner les expériences différentes. Ils sont souvent influencés par la culture hippie des années 70 et la culture punk. Au départ, le junkie est dans le sexe, mais ensuite, lorsqu'il va multiplier les produits, souvent lors d'une même soirée, ou de façon plus ou moins régulière. Ce qui aura pour effet de diminuer son activité sexuelle. C'est un cycle dans lequel la bouffe amène le sexe, puis le sexe amène les drogues, mais si on augmente les drogues, on a tendance à perdre l'appétit et perdre la libido. C'est pour ça qu'ils vont maigrir et mal manger. Ensuite, un cas très intéressant, c'est celui du gamer. Le gamer, c'est l'addict aux jeux vidéo. Une question, avez-vous déjà vu ou connu un gamer consommer de la cocaïne ou beaucoup d'alcool? Même le cannabis est assez rare. Les gamers sont addicts aux jeux vidéo. Et c'est le jeu qui prend toute leur énergie mentale, dans les moments où ils ne se masturbent pas, bien sûr. Ils ont une relation très privilégiée à l'ordinateur et Internet. Souvent, l'abus de fast-food complète le tableau. Et parfois, les réseaux sociaux. Ce qui va faire qu'ils vont avoir tendance à tomber plus facilement dans l'addiction sexuelle, c'est qu'ils n'ont pas de moyens. Ils sont jeunes et le porno et les jeux vidéo sont gratuits. On peut jouer à League of Legends sans jamais rien payer. Bien qu'issus de la classe moyenne, ils n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser et par conséquent, pas de tabac, pas de cocaïne. Grâce à ça, ou à cause de ça, ils vont se concentrer sur 2 addictions à 100%, le porno et les jeux. Ils sont aussi issus de familles peu nombreuses. Ils ont leur propre chambre chez leurs parents et donc vont s'isoler plus facilement, ce qui aide à se livrer sans limite à la masturbation. Ça peut être plusieurs fois par jour. Le gamer va craindre la lumière du soleil à cause de ça. Les yeux deviennent plus sensibles à la lumière lorsqu'on ne conserve pas le liquide séminal. Il va préférer s'auto-séquestrer, jusqu'à ce que ses proches et ses amis vont chercher à le sortir de cet enfer, ou jusqu'à ce qu'il tombe sur une vidéo de Fleurs du désert. Autre cas, le jeune de cité qui va manger des tacos très protéinés, consommer des prostituées, du tabac et du cannabis. Il ne va pas se livrer à la masturbation comme pourrait le faire le gamer. Quelque chose l'en empêche. J'ignore vraiment quoi, peut-être la culture. Une culture qui fait que la masturbation est honteuse. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt de briller auprès des copains par des beaux vêtements, des belles voitures, etc. On est plus dans l'avarice, dans l'orgueil. Enfin, dernier cas, en fait 2 derniers cas que je choisis de regrouper. D'abord, le chat alcoolique. C'est un chat qui va en général aimer le pastis et la bière. Ensuite, l'enfant de moins de 12 ans, prépubère, qui va avoir une consommation régulière de cigarettes. C'est aussi un phénomène qui prend de l'ampleur à la sortie des écoles maternelles. Et non, bien sûr, c'est faux. Ces cas n'existent pas et n'existeront jamais. Parce que, pour cela, les chats et les enfants devraient se comporter comme les humains adultes, c'est-à-dire comme des dépravés. Les enfants ne vont jamais voler de l'alcool à leurs parents. Ils le feront à l'adolescence, au moment des premiers orgasmes. On fera une vidéo dans laquelle on expliquera en quoi la vie des moines n'est ni plus ni moins que la vie que vivent les enfants, et même chose pour les animaux. Si nous prenons pour exemple Jésus ou les moines, alors nous pouvons prendre pour exemple les animaux et les enfants. Ce sont nos héros. Nous ne devons pas seulement les respecter et les aimer, mais aussi les vénérer, parce qu'ils sont hors du péché. En cela, ils sont supérieurs à nous. D'aucuns diront que l'adulte est l'autorité pour l'enfant et qu'il est au-dessus de lui. Ceci est vrai uniquement pour le parent responsable de l'enfant. C'est une corvée d'ailleurs, bien désagréable que de sanctionner un enfant. On va laisser cette tâche
ingrate aux parents. Il vaut mieux être leurs amis et leur faire plaisir, et les admirer pour leur pureté et leur sainteté. Ils détiennent la vérité. Je me souviens de mon enfance, je n'étais pas arrogant, ni avare, ni jaloux, en tout cas, jamais comme un adulte. En étudiant tous ces cas, on voit bien d'une part que l'addiction est synonyme de polyaddiction. D'autre part, on voit bien que s'il y a bien un rapport proportionnel entre consommation de nourriture, de viande, et envie de sexe, pour les autres substances, c'est l'inverse. Le rapport est inversement proportionnel. Il y a ce qu'on appelle une cannibalisation. Les Américains utilisent cette expression dans l'économie pour décrire le fait que la personne qui pensait acheter un ordinateur au départ va en fait acheter une tablette numérique. Les ventes de tablettes vont cannibaliser les ventes d'ordinateurs. Les polyaddicts sont des gens au départ qui sont dans le sexe et sans s'en rendre compte vont chercher des substituts. Ce développement de la polyaddiction n'est qu'un moyen de rendre plus supportable la consommation de chacun des produits. En fait, le polyaddict essaie de rester dans la zone blanche. Comme un trader qui va faire des placements, le polyaddict va se créer un portefeuille d'actions diversifiées. La zone blanche est le pire parce qu'elle peut durer des années. On peut vivre toute une vie d'esclave sans réagir, sans vouloir changer sa vie. Alors que dans la zone rouge, ce n'est pas possible. On est obligé de réagir pour s'en sortir, sinon on peut sombrer. J'espère que cette vidéo aidera certains d'entre vous qui cherchent des réponses à leur souffrance. Une souffrance qui n'aurait aucune raison d'être si nous avions été bien conseillés. Ce devrait être le rôle de l'école de nous mettre en garde contre les dangers du sexe et de la nourriture. Je peux parler de mon expérience personnelle. Si je dois faire mon autodiagnostic, j'étais beaucoup dans l'addiction au sucre, au sexe et pas seulement la masturbation, mais surtout dans des relations réelles. Je n'arrivais plus à dire non et j'en ai souffert. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était dur. J'étais dans la zone rouge. C'est pour ça que je dirais toujours que le porno n'est pas le problème en soi. Le problème, c'est le sexe. J'étais aussi dans une consommation régulière d'alcool. C'est seulement à partir du 6e jour d'abstinence que mes envies d'alcool ont disparu. Et c'est vraiment au-delà du 30e jour d'abstinence sexuelle que j'ai repris le contrôle de mes envies de sucre. Je compte faire une vidéo dans laquelle j'énumérerai tous les bénéfices que j'ai obtenus grâce à l'abstinence sexuelle. Je vous remercie pour votre écoute. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos. Je serai plus qu'enchanté d'avoir votre avis dans les commentaires. À très bientôt, merci.